Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va rejoindre maintenant notre deuxième invité du soir. Bonsoir Philippe Rodier. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif et vous signez ce livre absolument passionnant. Je l'ai dévoré hier dans le train. J'avais 5h30 de train. Je me suis vraiment régalé. Livre paru aux éditions Marabout. Leonardo, l'architecte du PSG sous QSI. Alors, Philippe Rodier, je peux révéler peut-être un petit secret que vous m'avez, une petite confidence que vous m'avez donnée hier. Vous étiez fan du PSG époque Jimmy Algerino. Donc, Philippe Rodier est ravi d'échanger avec vous également, comme nous. Non, mais parce que c'est intéressant voilà, par rapport au livre qu'il a écrit, et puis bon, ce qu'il y a dedans, et d'avoir son point de vue. Vous avez lu ce livre ou vous avez feuilleté ce livre? Je l'ai feuilleté, pas à profondeur, mais effectivement, je l'ai eu, on me l'a donné pour... Alors peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Philippe Rodier nous écoute et nous regarde. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu le cheminement du livre et le pourquoi de... Parce qu'effectivement, l'architecte du Paris Saint-Germain sur ces dernières années, effectivement, c'est Léo. Mais après, voilà, enfin, peut-être pas ses sources, parce qu'il ne va pas nous les donner. Mais en tout cas, l'objectif et le but au départ de faire ce livre. Philippe Rodier, sachant que le livre démarre avec la carrière de joueur, évidemment, de Leonardo, j'allais dire même l'enfance dans un milieu social aisé de Leonardo, ce qui le rapproche d'ailleurs de Rai, et puis avec toute sa carrière à Sao Paulo, à Paris, au Japon avant et évidemment à Milan, jusqu'à sa période de manager, en tout cas de direction. Philippe Rodier, sur l'interrogation de Jimmy Algerino. Ce qui m'a passionné en fait dans l'écriture de ce livre, justement, c'est comme dit Jimmy, c'est le cheminement pour arriver jusqu'à directeur sportif du PSG. Et on se rend compte en fait très rapidement que Leonardo, déjà il vient d'une famille aisée, donc il a eu accès à la culture et c'était quelque chose d'assez important pour son background d'après. Et c'est surtout quelqu'un qui a eu des responsabilités très tôt. Tous ses anciens coéquipiers au Brésil en parlent comme un leader, comme quelqu'un qui était polyglotte déjà aussi assez jeune. Vous citez notamment Romario, qui explique sur un livre qu'il permettait de régler beaucoup de situations lorsque la barrière de la langue rend des choses un peu compliquées. C'est ça, exactement. Il a endossé très tôt une position de leader dans les groupes où il était, et pourtant de l'extérieur, on avait l'image de quelqu'un d'assez discret, mais au sein d'un groupe, c'est qu'à l'époque où il était joueur, c'était quelqu'un de très important, et c'est une évidence à mes yeux de le retrouver aujourd'hui comme directeur sportif et architecte du PSG. C'est clairement la personne la plus importante de l'ère QSI à mes yeux. Sportivement, on est bien d'accord. Bien sûr. Oui, non, mais... Il y a une forme de continuité entre le joueur Leonardo et le responsable Leonardo. Ah oui, pour moi, c'est quand j'ai commencé à écrire ce livre, quand j'ai découvert son enfance, parce que je connaissais la carrière de joueur et la carrière de dirigeant sans trop de difficultés, on va dire, ça m'est apparu comme une évidence qu'il allait un jour devenir directeur sportif, voire même président peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Mais c'était sûr et certain, et Jimmy pourra en parler peut-être mieux que moi aussi sur le côté leader dans le vestiaire. Je ne sais pas s'il était vraiment au PSG parce que c'est surtout Rai qui l'était, mais dans tous les clubs où il est passé, il a une importance capitale dans le vestiaire. C'était décrit comme quelqu'un de discret, mais à la fois aussi capable de prendre la parole devant un groupe, et puis après leader technique sur le terrain en plus, quoi. Jimmy Algerino, vous avez joué, je crois, une saison avec Leonardo en 96-97. Quel souvenir gardez-vous de Leonardo, le coéquipier? C'est quelqu'un de charmant, de charmeur aussi, parce qu'il a cette... ce naturel, tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un de brillant, au-delà du fait qu'il parle de nombreuses langues. Voilà. Mais je pense qu'il a le sens du foot, il a le sens du ballon. Alors, peut-être sur les langues, avant de revenir ballon, Philippe Rodier rappelle dans son livre, en tout cas, alors vous allez peut-être nous confirmer cela, apparemment le vestiaire du PSG lui aurait demandé de parler en français assez vite dans le quotidien du club. Est-ce que c'est quelque chose de je crois surtout c'est que quand il est arrivé, il parlait déjà français. Quelques mots, quelques phrases. Mais bon, après, c'est pas étonnant d'une personne érudite qui s'intéresse à
au pays dans lequel il vit. Et pour les joueurs, c'était important que les étrangers s'intègrent au plus vite en parlant la langue. C'était quelque chose qui comptait. Nous, l'important, c'était que le joueur se sente bien. Donc lui avait pris le parti de parler très rapidement français. Quand il est arrivé à la présentation, on était à Châteauroux en stage, il parlait quelques mots français. Après, il parlait brésilien, que ce soit avec Ricardo ou avec Rai. On prend un joueur comme Deli Valdez, par exemple, parlait très très peu français. Pourtant, ça faisait 2 ans qu'il était là, même aux journalistes. Bon, mais là, c'était plus pour les squeezer. Après, l'important dans l'effectif, c'est que le joueur se sente bien. Et après, on arrive toujours à s'entendre, on arrive toujours à se trouver sur le terrain et en dehors. Benjamin, j'ai une question pour Philippe Rodier. Ouais, je pense comme vous que Leonardo est effectivement l'architecte de ce nouveau Paris Saint-Germain qui commence à dominer l'Europe. Mais je me demande aussi si Leonardo n'est pas finalement un maillon de l'organisation du Paris Saint-Germain qui fait que ce club est quand même difficile à gérer. C'est-à-dire, on a l'impression que Leonardo a quand même une place un peu à part entre le coach avec qui ça se passe rarement bien, CF, Emery, Tuchel, avec Pochettino, on a déjà entendu le fait qu'il y avait déjà des tensions et qu'il voulait repartir à Tottenham. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on a l'impression que Leonardo aujourd'hui, de l'extérieur, peut avoir ce lien avec le Qatar, avec le coach. Il est un peu entre les deux, il a une place qui est assez forte. Et est-ce que ça ne rend pas ce club assez difficile à gérer, et notamment pour les coachs qui finalement se succèdent tous, et j'ai l'impression ont finalement tous un problème avec Leonardo à un moment. Philippe Rodier. Alors, je trouve que c'est une très bonne question et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Par contre, Leonardo n'était pas avec Emery, c'était Antero Henrique à sa place. C'est vrai. Mais la question est très juste en fait. C'est-à-dire que quand vous posez la question tout à l'heure, comment ça se passe au Bayern Munich, comment ça se passe à Barcelone ou dans un autre grand club, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Qatar vient dans le sport, entre guillemets, pour faire du soft power. Donc déjà, il y a un côté projet sportif, mais il y a un côté marketing aussi. Et ça, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est pas une stratégie d'influence. C'est un club à part. Bien sûr, et ça tout le monde le sait, c'est une évidence absolue. Donc moi je suis entièrement d'accord en disant que Leonardo en fait a perdu un peu d'influence par rapport à son premier passage, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui il est toujours important dans le club, mais entre guillemets, il n'a pas la main libre sur tout. Donc on entend beaucoup, on cherche toujours un coupable au PSG en disant Leonardo s'entend pas avec les coachs, etc. Mais le problème, moi je pense, c'est qu'il y a trop de lutte de pouvoir en interne et que parfois Nasser Al-Khelaifi aussi a des. Mais Philippe, est-ce que Leonardo, c'est pas la raison pour laquelle on n'aura jamais au Paris Saint-Germain Guardiola, Klopp ou Mourinho? Est-ce que ces gens-là vont accepter de venir à avoir au-dessus d'eux Leonardo? Je pense que non, moi. Ça c'est une bonne question, mais ça fait je deux sais bonnes pas questions. Si, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Non, mais c'est une très bonne question. Mais le truc, c'est que construire un projet sportif sur un entraîneur, entre guillemets, quand on sait la durée de vie d'un entraîneur dans un club, pourquoi ça marche bien à City? Guardiola, il s'entend très bien avec son directeur sportif aussi. Là, par exemple, ce qui fait qu'entre guillemets, à Paris, on entend encore des soucis avec l'entraîneur, c'est que c'est pas le choix de Leonardo, le coach. Pochettino, c'est le choix de Nasser. Donc si déjà ton président dans le club ne laisse pas la possibilité au directeur sportif de décider de son entraîneur, il ne faut pas être surpris qu'à un moment donné, il y ait peut-être des divergences d'opinion. Donc ça, je suis d'accord sur est-ce qu'on aura Guardiola un jour à Paris? Je ne sais pas, mais ce que disait Jimmy tout à l'heure, c'est que Leonardo, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le ballon. Et moi, je pense qu'il peut s'entendre avec un très grand entraîneur. Mais il faut lui laisser le choix, il ne faut pas lui imposer les entraîneurs. Et j'ai d'ailleurs appris, Philippe Rodier, que lorsqu'il a été pendant quelques mois, enfin un peu plus long d'ailleurs, parce que c'est à l'Inter où il a été pendant peu de temps entraîneur, mais au Milan AC, il était adepte, je ne connaissais pas ce système de jeu, du 4-2 fantasy, avec donc 4 joueurs offensifs. Est-ce que ça ressemble pas un peu au fantasy parisien actuellement? Alors, le 4-2 fantasy, c'était l'expression de Galliani pour décrire son football, parce que voilà, Leonardo, il a côtoyé Tele Santana, il a une mentalité très offensive. Mais comme le fameux sélectionneur de la sélection brésilienne dans les années 80, au milieu des années 80. Exactement. Comme le disait Jimmy tout à l'heure, c'est que Leonardo, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le ballon. C'est-à-dire que c'est pas juste un directeur sportif, c'est un mec qui a une carrière terrible de joueur, qui a vraiment une belle expérience. Et Hakimi le disait par exemple, quand on dit par exemple c'est facile des directeurs sportifs à Paris, il y a de l'argent.
Hakimi, Chelsea le voulait, champion d'Europe en titre, un grand entraîneur, de l'argent aussi. Et il dit qu'il a eu une très belle discussion avec Leonardo. Leonardo, c'est un milieu gauche, et il a joué numéro 10, mais il a été latéral. C'est un mec qui connaît le ballon, donc c'est important de l'avoir dans un club quand tu vas te négocier avec des stars. Tout à l'heure, vous parliez de Haaland, par exemple. Ouais. Alors, on reproche la proximité entre Leonardo et Mino Raiola, mais Leonardo, c'est quelqu'un qui est très intelligent aussi, qui est très malicieux. Et au contraire, je pense que c'est une chose positive aujourd'hui d'être proche de Mino Raiola quand tu sais que ça peut peut-être te rapporter potentiellement un joueur comme Haaland. Je sais pas si et Haaland il avait été d'ailleurs, PSG. Leonardo avait été d'ailleurs décisif, et vous le rappelez très bien, au Milan AC dans ses premiers pas comme responsable aux côtés de Galliani, ouais. pour avant ça même pour recruter, pour gérer les Brésiliens, notamment l'arrivée de Kaká, le futur Ballon d'Or. Alexis, une question. Moi j'avais une question, Philippe, justement, parce que vous qui avez étudié à fond Leonardo, justement, sur ce qui m'a toujours surpris, c'est sur le premier passage, la fin du premier passage, et donc, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un pétage de plomb avec l'arbitre à l'époque. Et comment quelqu'un comme Leonardo, qui semble avoir un self-control et qui semble savoir où il veut aller, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à un tel geste qui bousille un peu son passage au PSG, alors qui fait un aller-retour, mais à ce moment-là, on ne sait pas qui va revenir, et pourtant, il semblait sur une belle lancée, et c'est un truc qui a quand même, je trouve, dans l'histoire récente du PSG, eu un impact fort. Comment vous expliquez-vous qu'il est arrivé à faire ça ? C'est une autre bonne question, ça. Troisième. En fait, Il est très gentil, surtout. Ouais. Non, mais Leonardo, en fait, il dégage une image qui est tellement... Enfin, moi, je trouve, en tout cas, qu'il a du charisme, et qu'il dégage une belle image qu'on oublie que c'est quelqu'un de sanguin, en fait. Vous en avez parlé, je crois, tout à l'heure un peu de son coup de sang à la Coupe du Monde 94. Face aux États-Unis. Il fracture le visage. Ouais, c'est ça. Il fracture le visage de Tavo Ramos. C'est quelqu'un qui est très sanguin. C'est pas le joueur qui avait pas de caractère. Il y a des coéquipiers, j'ai plus le nom exact en tête, mais il y en a plein qui le disent dans ses coéquipiers au Brésil aussi, qui disent Leonardo a toujours eu du caractère. En Italie, il s'est pris la tête entre guillemets avec Berlusconi, qui était le personnage le plus influent d'Italie. Donc pour revenir sur la bousculade avec Alexandre Castro. On va dire que durant son premier passage, en fait, il veut remettre trop de choses en question. C'est-à-dire qu'il s'attaque à la formation des arbitres, il s'attaque à la fiscalité, où on avait repris ce slogan un peu partout. Il mène trop de combats à la fois, et je pense que ça reste un homme déjà de base, il n'est pas surhumain, et qui ressent la pression comme tout le monde, et je pense qu'il a juste pété un plomb, et qu'il a fait quelque chose dont il n'était pas conscient. Et c'est là, moi, où j'en ai parlé avec certains journalistes, qui m'ont dit que le lendemain, Leonardo leur avait passé un coup de téléphone en leur disant mais il n'y aura pas de répercussions énormes par rapport à ça. Et il a sous-estimé que si, ça allait le forcer à partir et à quitter le club. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que en interne, Leonardo n'était pas spécialement apprécié par certaines personnes du club, donc on l'a pas forcément non plus soutenu à ce moment-là, et tout était fait pour que, entre guillemets, il parte, et c'était un coup de sang, mais c'était pas si surprenant que ça en connaissant le personnage finalement. Même si cela ne l'a pas empêché de revenir au PSG, au Parc des Princes. La suite est à lire évidemment dans cette première biographie, en français en tout cas, de Leonardo, l'architecte du PSG sous QSI. Merci beaucoup Philippe Rogier d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est publié aux éditions Marabout. À très bientôt dans Classico.